Il est un garçon timide, mais il finit par conquérir la fille mignonne avec des lunettes. Laissez votre like et allons-y. Tout commence avec Yuto, un étudiant très réservé, ce garçon typique sympa, mais qui se bloque complètement chaque fois qu'il voit la personne qu'il aime. Il est éperdument charmé par Miya, une camarade de classe qui, contrairement à lui, n'est pas du tout timide, mais vit dans la lune. Son niveau de distraction est si surréaliste qu'elle oublie presque toujours ses lunettes à la maison. Le pauvre Yuto rêve qu'il parle avec elle sur le chemin de l'école. Pure fantaisie, même après une année entière assis côte à côte, cela fait seulement 3 jours qu'ils ont échangé de véritables mots. Miya est de ce genre qui semble habiter une autre dimension, et quand elle décide de parler, elle sort des phrases que personne ne comprend. Mais peu importe à quel point elle semble être dans la lune, Yuto est déjà complètement amoureux. Son plus grand désir est qu'un jour elle le voit différemment, derrière ces énormes lunettes qu'elle a l'habitude de porter. Le lendemain, en arrivant à l'école, Yuto remarque que Miya n'a pas ses lunettes, et en plus, elle a une expression plus sérieuse. Même ainsi, il pense que malgré son air renfrogné, elle continue d'avoir un charme difficile à expliquer. Elle lui dit bonjour, et cela suffit à le mettre en morceaux. Et bien sûr, n'importe quel geste de sa part va le faire paniquer intérieurement. Comme ils n'ont presque jamais parlé, il n'a pas le courage de demander à propos des lunettes. Mais Miya engage déjà la conversation. Elle remarque qu'il la fixe et dit de ne pas faire attention à son expression sérieuse, expliquant que lorsqu'elle force sa vue pour voir, elle finit par froncer les sourcils. Être myope, ce n'est pas facile. Pendant qu'elle parle, Yuto est en transe, pensant seulement que c'est leur première vraie conversation. Mais il doit dire quelque chose, sinon il va sembler fou à juste la fixer. Alors il sort le classique. Comment as-tu réussi à arriver à l'école sans tes lunettes? Il veut vraiment savoir, parce qu'avec elle, elle pourrait même avoir oublié qu'elle en a besoin pour voir. Curieusement, elle oublie de porter ses lunettes presque tous les jours le mois dernier. Déterminée à aider sa muse myope, Yuto est déjà prêt à faire quelque chose, mais elle l'interrompt en disant qu'elle ne trouve pas le livre d'histoire dans son sac à dos. Il, en bon écuyer attentionné, s'approche pour aider à la recherche. Le problème est qu'ils sont déjà trop proches, au point qu'un simple frôlement pourrait provoquer un effondrement interne chez lui. Anxieux, il préfère offrir son propre livre, pensant ainsi échapper à l'attention. Mais c'est le contraire qui se produit. Miya le remercie et au lieu de reculer, tire la chaise et s'assoit à côté de lui pour étudier ensemble. Pour n'importe qui, cela serait quelque chose de banal, mais pour quelqu'un d'aussi introspectif que Yuto, c'est presque un séisme émotionnel. Il sent son épaule toucher la sienne, et son visage est déjà complètement rouge. Et bien sûr, il se sent totalement pathétique de paniquer pour quelque chose d'aussi bête, mais la situation ne fait qu'empirer, car Miya doit se rapprocher encore plus du livre pour réussir à lire, et sa vue est si mauvaise que sa tête couvre toute la page. Yuto essaie de rester ferme, mais quand elle dit qu'elle va s'éloigner, il panique et lâche un désespéré « Laisse comme ça !» Dans un élan, il lui propose encore d'emporter le livre chez elle, ce que Miya refuse en disant qu'elle préfère se concentrer sur le cours. Pendant ce temps, dans la tête de Yuto, il imagine déjà un monde de possibilités. Il imagine Miya utilisant son livre, un détail minime qui rend déjà la journée valable. Mais ensuite, la tristesse le frappe, car il réalise que lorsqu'elle remettra ses lunettes, elle ne se souviendra peut-être même pas bien de son visage. Pour elle, ce moment ne sera qu'une image floue, alors que pour lui, c'était marquant. À la sortie de l'école, près des casiers, lui et Miya se croisent à nouveau, mais comme toujours, elle semble distante, ayant du mal à reconnaître qui est à côté. On voit qu'elle est un peu mal à l'aise, alors Yuto demande si tout va bien. Miya répond que les chaussures sont trop grandes, mais l'énigme se résout rapidement. La vérité est qu'elle porte ses chaussures. Yuto reconnaît tout de suite que ce sont les siens. N'importe qui penserait qu'elle allait rester sans aide, mais en réalité, les collègues du club ont essayé de résoudre le problème. Sauf que Miya, avec sa confiance absurde dans sa propre mémoire, a refusé toute aide, pensant qu'elle pouvait s'en sortir. Pour être honnête, sa mémoire fonctionne plutôt bien, mais quand elle a ouvert le casier, elle a vu que les chaussures avaient une teinte un peu verdâtre, alors que les siennes ont toujours été blanches. Yuto décide de vérifier ce qui s'est passé et découvre une grenouille dans le casier. Il demande à Miya de se tourner un peu, se préparant à s'occuper de la petite bête. En bon guerrier du nettoyage, il décide déjà qu'il va laver les chaussures chez lui avant de les rendre. Avant de partir, il remarque que les lacets de Miya sont défaits et propose de les attacher. Il se baisse et se concentre tellement sur les chaussures qu'il n'ose même pas lever les yeux. S'il levait les yeux, là il pourrait vraiment avoir un malaise sur le coup. Après ce marathon de sauvetage, Miya remercie pour l'aide. Après tout, Yuto a passé toute la journée à résoudre ses petits problèmes. D'une certaine manière, elle sent qu'elle doit rendre l'appareil. Yuto pense seulement que le meilleur cadeau serait qu'elle continue d'oublier ses lunettes, priant presque pour cela. Le lendemain, à sa grande joie, Miya apparaît de nouveau sans ses lunettes. Il a dû le souhaiter très fort. Mais la joie est de courte durée. Elle raconte qu'elle a marché dessus et qu'ils se sont cassés. En cours d'éducation physique, le jeu du jour est la balle au prisonnier. Et Yuto sait déjà que ça va mal tourner. Sans pouvoir voir, Miya devient une cible facile. Il suggère qu'il vaudrait peut-être mieux qu'elle ne joue pas, mais cela ne change rien pour elle. Sa logique de peu importe dure jusqu'à ce que la première balle vole dans sa direction. Moment où elle décide que la meilleure défense est de se cacher derrière lui. Plus tard, les deux sont épuisés du cours d'éducation physique. Yuto pense que Miya est super concentrée sur le livre, mais le professeur remarque autre chose. Il crie que personne ne peut dormir en classe, alors Yuto regarde à côté. Et en effet, elle dort vraiment. Au milieu de cela, Miya commence à murmurer des mots aléatoires en rêvant.
D'après ce qu'on peut comprendre, elle rêve qu'elle protège Yuto au ballon prisonnier. Il pense à la réveiller, mais le problème est que rien qu'en la touchant, il commence à avoir un bug mental. Le professeur commence à s'approcher lentement, et Yuto se rend compte qu'il doit agir ou elle va se faire gronder. Dans un réflexe, il empêche le professeur de s'approcher, expliquant que comme Mia n'a pas ses lunettes, elle doit se rapprocher du livre pour voir. Un vrai héros. Le truc fonctionne un moment, mais il se rend vite compte qu'il va devoir trouver un moyen de la réveiller. Au milieu de cela, Mia se réveille soudainement et, encore un peu groggy, appelle Yuto papa, demandant ses lunettes. Il explique qu'elle est à l'école et qu'il n'a rien à voir avec son père. Mia réfléchit un instant, le regarde avec cette vision toute floue, décide de se rendormir. Mais cette fois, elle décide de poser sa tête sur son épaule. Yuto souhaite profondément que ce moment dure pour toujours. Mais le professeur arrive et coupe toute chance que cela se produise. Le lendemain, Mia apparaît de nouveau sans ses lunettes. Cette fois, elle sert de la nourriture à la cantine et exagère clairement sur les portions. Ne voyant pas bien, elle met accidentellement beaucoup plus de soupe qu'elle ne devrait dans les assiettes des gens. Komura se propose de prendre la fonction pour éviter des problèmes, mais elle refuse, disant qu'il est un maître dans la distribution de pain et ne devrait pas gaspiller ce don en l'aidant. Le commentaire le surprend, car il n'a aucune idée de ce qu'elle veut dire par là, mais décide de laisser passer. Elle insiste sur le fait qu'elle peut travailler normalement, alors Komura décide de ne pas insister davantage, avant d'être annulée pour trop de contrôle. Mais il devient vite clair qu'elle a vraiment des difficultés. Et ce n'est même pas seulement parce qu'elle ne voit pas bien. Le plus gros problème est que l'odeur de la nourriture la rend affamée, ce qui la rend encore plus distraite. Dans la file, un de leurs amis apparaît avec cette énergie de celui qui veut toujours faire le malin, disant que celui qui mange, Kito, répète en double. Après avoir terminé le travail, c'est enfin l'heure du déjeuner. Komura mange avec enthousiasme, mais Mia semble trop pensive, jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle a probablement servi seulement des pommes de terre aux autres, gardant toute la viande pour elle. Ce que Mia a fait, en réalité, c'est garder la viande pour lui, comme une façon de le remercier de toujours l'aider au quotidien. Elle avoue qu'elle ne savait même pas s'il aimait autant le ragoût, mais elle pensait que cela le rendrait heureux. Personne ne s'était jamais autant soucié d'elle de cette façon. En tant que véritable fan de ragoût, elle sait que la meilleure partie est la viande. Alors elle a décidé de donner ce qu'il y a de plus précieux dans le plat. Mais, par un coup du destin, toute la viande gardée pour lui était en fait seulement des pommes de terre. Après cela, une semaine passe. Par coïncidence, c'est exactement le temps pendant lequel Mia n'a pas oublié ses lunettes une seule fois. Mais aujourd'hui n'est pas un de ces jours, car elle apparaît en portant des lentilles de contact. Le problème, c'est qu'elle se sent mal à l'aise avec elles, trouvant étrange cette chose flottant dans l'œil. Pire encore, elle se souvient d'une fois où elle n'a pas pu retirer les lentilles et a fini par avoir un petit traumatisme. Malgré cela, elle sent qu'elle doit s'habituer. Seulement, son corps ne coopère pas et les larmes commencent à couler. Komura, comme toujours, lui offre son soutien moral et dit qu'elle n'a pas besoin de se forcer si elle ne le veut pas. Lunettes ou non, il la protégera de toute façon. Mia, les yeux encore brillants de larmes, le remercie. Cela a suffi pour que Komura envisage une demande en mariage. Le lendemain, Mia apparaît avec cette expression habituelle, un regard sérieux classique que personne ne sait s'il s'agit d'ennui, de colère ou de distraction. Mais curieusement, en plus des lentilles, elle porte à nouveau des lunettes. Un véritable mystère que seul le grand détective Komura peut résoudre. Quand il demande, elle explique que, comme il faisait très chaud dehors, les lunettes se sont complètement embuées. Elle ne peut voir personne correctement. Elle était tellement compliquée pour elle qu'elle en est arrivée au point de presque confondre un camarade de classe avec un inconnu et de demander au professeur d'éloigner le supposé intrus. Peu de temps après, Mia surprend Komura en lui demandant son WhatsApp. Le gars panique tellement à l'intérieur qu'il pense répéter 1000 fois qu'il lui donnerait son numéro sans hésiter, pensant que ce serait une bonne stratégie pour conquérir son crush. Mais en réalité, Mia voulait son numéro parce qu'elle a oublié beaucoup de lunettes dernièrement. Et au cas où quelque chose se passe, elle préfère l'appeler pour la sauver. Avec le début de l'été, Komura reçoit un message inattendu de Mia. Elle est à la gare en l'attendant. Quand il arrive, il découvre la grande surprise du jour. Mia, encore une fois, sans ses lunettes. Le problème, c'est qu'elle les a oubliées dans le train. Alors, au lieu d'essayer de se débrouiller seule, elle a décidé d'appeler son meilleur allié. Aujourd'hui est un jour important pour elle, et elle doit arriver à un certain endroit coûte que coûte. Komura décide d'agir comme un véritable guide, et pour cela, Mia lui tient la main. Ce simple contact suffit à le mettre en état de choc. La fille a juste touché sa main et il est déjà en mode fonte totale. La destination de cette mission si importante était une pâtisserie qui avait une promotion spéciale pour un gâteau exclusif. Mia passe la commande et quand la serveuse la porte, l'ironie de la situation frappe Komura. Elle ne peut même pas voir sa propre commande correctement. Est-ce que quelqu'un peut aider cette fille? Il commence à plaisanter en insinuant qu'il pourrait la nourrir, mais il regrette vite ce qu'il a dit et essaie de faire comme s'il n'avait rien dit. Mais avant même qu'il ne se rétracte, Mia ouvre déjà la bouche, attendant l'avion. Maintenant, il n'a pas d'autre choix que de lui donner à manger, dans le style le plus romantique. Après le dessert, la prochaine destination de la journée est un magasin de lunettes, ce qui a du sens, puisque ces anciennes sont pratiquement à la retraite. Mia teste sa nouvelle arme secrète, une paire de lunettes avec une correction mise à jour. Dès qu'elle les met et se regarde dans le miroir, le monde est officiellement en Full HD 4K. Komura, quant à lui, ne peut penser qu'à combien elle est belle et que sa mission sur Terre est accomplie.
et pense à partir pour ne plus déranger, mais avant qu'il ne puisse faire demi-tour, Mia lui prend la main et demande s'il a du temps libre. Maintenant qu'elle peut tout voir clairement, elle veut continuer à profiter de la journée. Mais bien sûr, s'il est occupé, ça va aussi. Komura répond immédiatement qu'il n'a absolument rien de plus important que ça. Ils passent la journée ensemble, vont à plusieurs endroits, jouent aux machines de gacha, regardent des accessoires, boivent du café glacé. À la fin de la promenade, Mi remercie en disant qu'elle s'est beaucoup amusée. Komura répond qu'il a aussi tellement aimé la journée qu'il ne sait même pas comment l'expliquer. Mi dit au revoir en promettant qu'ils se verront à l'école, et s'en va. Komura, quant à lui, considère la journée comme si c'était un rêve. Le lendemain, le soleil se cache et la pluie domine. Un temps parfait pour que Mi oublie ses lunettes encore une fois. Mais aujourd'hui, en plus d'être myope, elle est aussi distraite. Komura remarque que ses lunettes sont sur son front et le lui dit. Mi, sans la moindre idée qu'ils étaient là, sursaute et les laisse tomber. Il ramasse les lunettes et en regardant devant lui, voit une scène qui a déjà valu la journée. Mi, les yeux fermés, attendant qu'ils lui mettent les lunettes. Ce n'est rien de spécial, mais en même temps, cela semble être quelque chose qui ne devrait pas arriver. Près des toilettes, deux filles discutent d'une lettre. L'une d'elles essaie de convaincre l'autre de remettre le billet romantique qu'elle a écrit. Au milieu de la conversation, elles finissent par laisser tomber la lettre et partent sans s'en apercevoir. Mi, qui a à peine vu la scène, voit le papier tomber et décide de le ramasser pour le rendre. Plus tard, elle raconte tout à Komura. Il essaie d'être discret en regardant le contenu, mais finit par voir le nom du destinataire. Asuma, le gars le plus convoité de la classe. Le sceau en forme de cœur confirme immédiatement qu'il s'agit d'une lettre d'amour. Cela ne pouvait pas être juste un message. Si c'était le cas, elle l'aurait envoyé par WhatsApp. Mi demande à qui c'est et Komura révèle ce qu'il a découvert. Sans trop réfléchir, Mi va directement dans la salle pour remettre le billet. Toute la scène semble suspecte, car pour ceux qui sont à l'extérieur, on dirait que c'est elle qui se déclare à Asuma. Asuma, confuse, demande si la lettre est d'elle. Et Mi, sans trop comprendre, confirme simplement. Komura regarde cela et sait déjà que ça va mal tourner. Toute la classe s'agite. Plusieurs filles commencent à chuchoter en voulant savoir si Asuma va accepter. Et pire, elle demande directement à Mi si elle l'aime. Elle ne répond même pas de manière très romantique, elle dit juste qu'elle l'aime de façon décontractée. Mais pour ceux qui regardent de loin, cela ressemble à une confession. Tandis que tout le monde s'enthousiasme pour la possible déclaration, Komura espère juste qu'Asuma lira vite la lettre et comprendra le malentendu. Quand Asuma finit par l'ouvrir et la lire, son visage ne trahit rien. Komura n'est définitivement pas fait pour déchiffrer les populaires. Il en vient à penser que Mi pourrait vraiment être intéressé par lui. Après tout, Asuma est beau, il est bon en sport, il a de bonnes notes et il s'occupe même d'un berger allemand. C'est le package complet. Quoi qu'il en soit, Komura est troublé, à tel point que Mi le remarque et va vers lui en pensant qu'il pleure. Après un moment, Komura prend son courage à deux mains et lui demande ce qu'elle pense d'Asuma. Mais avant qu'il puisse continuer, Mi lâche que tout le monde pose toujours cette question. Si elle l'aimait, oui, mais pas tant que ça. Il serait plus logique qu'il demande à propos de Komura, puisque les deux passent beaucoup de temps ensemble. Et là vient le coup final. Sans aucune cérémonie, mais avec un calme dévastateur, elle dit qu'elle aime Komura. Le garçon est complètement déstabilisé. L'impact est si grand qu'il passe le reste de la journée à flotter dans ses propres pensées. Plus tard, à la maison, Komura continue de revivre tout cela. La peur de gérer des gens beaux est réelle, mais le désordre que Mi provoque dans sa tête est encore pire. Le lendemain, Komura marche dans la rue pour aller chercher un petit café dans l'une de ses machines à boissons, quand il rencontre Mi. Elle est indécise, essayant de choisir quoi prendre. C'est parce que, bien sûr, elle ne voit rien de nouveau. Komura était là, essayant de bien choisir. Mais même en s'approchant, il n'arrivait pas à voir clairement ce qui l'appuyait. Et puis Mi voulait un petit chocolat chaud. Sauf que, elle ne voit rien. Mais au moins, elle sait différencier chaud et froid. Si c'est froid, appuie sur le bouton bleu. Si c'est chaud, le rouge. Komura s'est même sentie plus tranquille en voyant qu'elle arrive à faire certaines choses toute seule. Après tout, la fille est intelligente. Mi a pris la boisson, a pris une petite gorgée et a failli mourir en toussant. Elle est tombée sur un café noir, amer au point que même un adulte a du mal à le boire. Amer niveau belle-mère critiquant le gendre. Elle a regardé le café, puis les lèvres de Komura. Et voilà, elle est devenue toute rouge. Elle a commencé à imaginer que s'il buvait, ce serait comme un baiser indirect. L'amour est dans l'air, Mais ensuite, elle a inventé une excuse, disant qu'elle n'aime pas non plus le café pur. Pour aggraver les choses, dans sa tête, il y avait encore la version mentale déchaînée de son père, qui ne la laisserait jamais boire ça non plus. Bon, il est temps d'aller en cours. Mais Komura était déjà en retard, alors il est parti en courant vers l'école. Plus tard en classe, des filles ont commencé à voir des nuages en forme de cœur. Comme toujours, la curiosité a pris le dessus et tout le monde a commencé à regarder. Le professeur, voyant que la classe était distraite, a juste eu besoin de hausser la voix pour remettre de l'ordre dans le désordre. Mi voulait vraiment voir les nuages aussi, mais sans ses lunettes, elle ne voyait rien. Komura, étant le gars d'action qu'il est, a sorti son téléphone et a pris quelques photos pour elle. Le soir, il lui a envoyé par WhatsApp, et cela a rendu Mi super heureuse. Le roman avance, Et le jour de la Saint-Valentin approchait. Vive l'amour et vive le romantisme. Komura se promenait dans le marché, pensif, imaginant combien ce serait bien de recevoir un chocolat de Mi. Mais il a vite abandonné l'idée, car il a trouvé cela improbable. Mais comme s'il avait invoqué la fille par la pensée, elle est apparue de nulle part, juste derrière lui. Ce garçon manifeste la force. Mi a demandé s'il était là pour acheter quelque chose, et Komura a expliqué qu'il était sorti pour acheter du ketchup.
Mais là, il a été frappé par son look. Waouh, elle était magnifique. Il a trouvé ça très différent de la voir en dehors de l'uniforme scolaire. Mais comme toujours, elle avait oublié ses lunettes. Pas que cela fasse une différence, puisqu'elle disait être habituée à la région. Puis vint le moment tendu. Mi a demandé ce que c'était qu'il voulait obtenir. Komura savait que s'il disait la vérité, ce serait pratiquement une déclaration. Il n'avait pas comment lâcher ça en pleine rue, toute décorée pour la Saint-Valentin. Alors il a changé de sujet, mieux que de se dévoiler ainsi. Et les voilà partis, lui prenant du ketchup, elle allant acheter de la mayonnaise, comme un petit couple faisant des courses ensemble. Pendant qu'il était tout content au marché, Mi a vu un cadeau de Saint-Valentin et a pensé que c'était comme une tombe de pharaon. Tout à coup, Mi relance Komura en lui disant qu'il n'a pas répondu à ce qu'il voulait recevoir comme cadeau. « Fils, maintenant il n'y a plus d'échappatoire. » Le garçon était déjà en panique, mais il savait qu'il ne pouvait plus fuir. Il regarda autour de lui en cherchant une issue, et c'est là qu'il aperçut une employée distribuant des échantillons gratuits de chocolat. C'est maintenant ou jamais. Sans trop réfléchir, il suggéra à Mi d'en goûter un. Sauf que, là, il fut pris de panique. Il réalisa trop tard que l'employé vendait des chocolats pour la Saint-Valentin. Alors, pour ne pas rester bloqué trop longtemps, il a pris un chocolat rapidement et en a mis un dans sa main. Voilà bébé, agis naturellement. Mi est resté un moment là, sentant comme les mains de Komura étaient chaudes comparées aux siennes, qui semblaient être des blocs de glace. Mais elle a pensé que c'était peut-être mieux d'avoir les mains froides pour faire des chocolats, car ainsi, ils ne fondaient pas si facilement. Et bon, elle avait déjà prévu de faire des chocolats pour cette Saint-Valentin. Le grand jour arrive et Komura était déjà là, assis, attendant son chocolat. Même si c'était en tant qu'ami, ce qui comptait c'était le geste. Mais Mi est apparue sans ses lunettes, trébuchant déjà un peu pour distribuer les douceurs aux autres. Quand ce fut son tour, elle a dit qu'elle avait fait des bonbons. Elle voulait donner quelque chose de bien moelleux, sauf qu'elle avait déjà distribué tous les chocolats. Elle était toute gênée, tremblant de honte, en s'excusant. Komura, toujours diplomate, a dit que tout allait bien, mais ils étaient tous les deux un peu tristes. Il a pensé que l'année suivante, il aurait peut-être plus de chance, mais il ne voulait même pas entendre parler de chocolat d'amitié. Le focus maintenant était sur celui de petit ami. Au milieu de ses pensées, Mi, encore gêné, s'est tourné vers lui et a demandé s'il était occupé après les cours. Komura n'a même pas répondu, mais étant le maladroit qu'il est, évidemment qu'il resterait. Plus tard, les deux étaient seuls dans la salle. Mi a dit qu'elle avait réfléchi, et que si ce n'était pas du chocolat, elle pouvait offrir autre chose. Elle voulait juste qu'il ne reste pas sans cadeau, et comme elle ne savait pas quoi offrir, elle a décidé que Komura pouvait choisir ce qu'il voulait. Imagine un gars qui s'est figé. Komura était nerveux, peu importe ce qu'il demandait, elle accepterait. Cela a mis le garçon dans tous ses états. La salle était vide, juste eux deux, le silence était total. Il a réalisé que c'était maintenant ou jamais. Alors il lui a demandé de l'écouter. Cela peut sembler simple, mais pour lui, c'était déjà un énorme pas. Il savait qu'il pouvait finir par détruire toute l'amitié, mais au moins, maintenant, elle était sans lunettes. Si elle faisait une grimace en le rejetant, au moins il ne la verrait pas. L'atmosphère était tendue, mais au moment de parler, les mots ne venaient tout simplement pas. Elle regretta d'avoir choisi ce moment et demanda même s'il voulait aller aux toilettes, mais ce n'était pas ça. Un peu gênée, elle lui demanda d'attendre jusqu'à ce qu'elle soit prête et puisse bien regarder son visage avec un sourire. Il répondit qu'il attendrait et qu'il essaierait de ne pas oublier ses lunettes. Peut-être qu'elle imaginait déjà ce qu'il voulait dire. En fouillant dans sa poche, notre Milky a trouvé un bonbon, qui en fait était à elle, mais elle a décidé de l'offrir en cadeau. C'était un moment romantique, sauf qu'au final, Mi a juste fini par prendre quelques kilos en trop et une confession qui est restée en suspens. Un mois est passé depuis ce jour et le White Day est arrivé, ce jour où les garçons doivent rendre les chocolats qu'ils ont reçus le jour de la Saint-Valentin. Maintenant, c'était au tour de Komburi de donner son cadeau. Mi est apparue en cours avec cette tête de quelqu'un qui a mal dormi. Il a demandé à ce sujet et elle a répondu qu'elle n'avait pas pris de petit déjeuner et avait même oublié ses lunettes à la maison. Pour aggraver les choses, elle a raconté qu'elle avait reçu tellement de chocolat le jour de la Saint-Valentin qu'elle avait fini par exagérer et maintenant elle devait se retenir de manger plus de sucreries. Elle a même demandé de l'aide à Komura au cas où elle serait tentée. Mais là est venu le problème. C'était le White Day, le jour des friandises, donc il ne pouvait pas simplement ne pas offrir le cadeau qu'il avait préparé. Pour aggraver les choses, Mi n'a pas reçu qu'un seul cadeau, elle en a reçu plusieurs. Ils ont commencé à apparaître de tous les côtés et même Azuma est apparue de nulle part avec des biscuits. C'est alors qu'elle a réalisé que c'était le White Day. En essayant de résister à la tentation, elle a pris un caramel, mais quand elle a voulu prendre autre chose, c'était un biscuit. Komura, dans sa mission d'empêcher qu'elle mange des sucreries, a essayé de contenir la situation, mais Mi était déjà au bord du désir de sucre. Quand elle a voulu en prendre un de plus, Komura a tenu sa main et a dit que si elle devait manger quelque chose, que ce soit son cadeau, un coup de maître. L'intention était de la faire arrêter de manger des sucreries, mais à la fin, c'est lui-même qui en a donné un. Mi était toute contente et a mangé le biscuit. Au final, le sentiment a gagné. Quelques jours plus tard, à l'école, Komura remarque à quel point l'année est passée vite, mais au moins lui et Mi sont de nouveau dans la même classe. Pendant la remise des certificats, le professeur appelle les élèves avec une présence impeccable, y compris Mi. Le problème, c'est qu'elle est presque en train de s'endormir debout et avec un regard si intense qu'il effraie tout le monde autour. Komura, qui connaît déjà ce regard de « je vais te foudroyer », se rend compte que si elle monte là-haut comme ça, tout le monde va penser qu'elle est de mauvaise humeur et sa réputation va en pâtir. Il doit agir vite.
Alors il invente une conversation sur un point de pression dans la main qui calme les nerfs. Et Mi, sans rien voir, lui demande de l'aider. Quand Komura touche sa main, ils deviennent tous les deux nerveux. Mais le pire, c'est que Mi commence à rire parce qu'elle a des chatouilles. Cela adoucit son regard, mais transfère tout le nervosisme à Komura. Komura, maintenant tout rouge. Mi, pour compenser, dit qu'il devrait imaginer quelque chose de drôle pour se calmer. Sauf que Komura n'est même pas nerveux à cause de la cérémonie, mais parce qu'il est si proche d'elle. Finalement, même si elle commence de manière un peu étrange, la cérémonie se déroule tranquillement. Maintenant, avec la nouvelle année scolaire, c'est l'heure de la réorganisation des sièges. Le problème, c'est que c'est par tirage au sort, et Komura est déjà en sueur froide, car la chance de s'asseoir à côté de Mi est faible. Il espère que, s'il doit changer de place, ce soit au moins avec une fille, car ainsi personne ne prendra sa place dans la course pour son cœur. La malchance ne pardonne pas, et Komura voit qu'Azuma a été tiré au sort pour s'asseoir à côté de Mi. Il sait qu'Azuma est quelqu'un de bien, et qu'il ne se passera rien, mais il ressent quand même cette petite jalousie. Pour aggraver les choses, il se retrouve lui-même assis à côté d'une nouvelle fille, aux cheveux gris et courts. Mi, inquiète, demande à Asuma où est Komura, et il répond qu'il est toujours au même endroit qu'avant. Mais dans la tête de Komura, Asuma est déjà en train de faire du charme à sa muse. Puis une fille arrive et dit à Miya qu'elle s'est assise au mauvais endroit, parce que, bien sûr, sans ses lunettes, elle voit à peine où elle est. Azuma, en bon camarade, lui tient les mains et la guide jusqu'à la bonne place, et Komura de l'autre côté de la salle est déjà mort de jalousie. Pendant ce temps, la fille à côté de lui remarque qu'il est nerveux et lui offre un peu d'eau. Il accepte, mais ce qui lui passe vraiment par la tête, c'est « Punaise, ça pourrait être Mi, assise ici avec moi. » Mon ami accepte que ça fait moins mal. Higuchi se lève et va vers Mi. Elle en a déjà marre d'être au fond de la salle sans rien voir et, pour cette raison, demande à changer de place. Mi, sans hésiter, accepte tout de suite, et ainsi, tout se remet en place. Mi et Komura côte à côte comme toujours. Il lui demande même si elle ne préférait pas rester devant, puisqu'elle a du mal à voir, mais elle répond qu'elle a accepté l'échange parce que si elle continuait à se retourner autant, le professeur finirait par la mettre dehors. Komura commence à soupçonner que peut-être la raison pour laquelle elle se retournait autant n'était pas seulement sa mauvaise vue. Quelque temps après, quelque chose d'inhabituel se produit. Mi arrive tôt dans la salle, et pour compléter la surprise, apporte ses lunettes. Profitant de l'occasion, elle s'approche de Komura, qui dort, et commence à analyser chaque petit morceau de son visage. Non satisfaite, elle touche ses cheveux, effleure son visage, et tient même sa main, entrelaçant les doigts. Mais Komura se réveille soudainement, et a une sacrée frayeur. Mi, complètement gênée, essaie de se justifier en disant qu'elle a profité de se souvenir des lunettes pour mieux l'observer. Tellement embarrassée, elle l'invite même à faire de même avec elle. Mais Komura, toujours gentil, refuse poliment. Un autre jour, alors qu'une tempête fait rage dehors, Miya va à l'école sans ses lunettes et, comme on pouvait s'y attendre, marche directement dans une énorme flaque d'eau. Résultat, les chaussettes sont trempées et l'inconfort en classe est inévitable. Elle pense même à prendre une paire sèche à l'infirmerie, mais il n'y en a pas de disponible. Alors elle demande à Komura de se tourner de l'autre côté et en profite pour enlever ses chaussettes discrètement. Mais le garçon commence à trop imaginer et doit changer de focus rapidement. Il fixe le plafond et pense à tout ce qu'il y a de plus pur dans le monde. Pas aujourd'hui, tentation. Plus tard, quand le cours se termine, Komura rentre tranquillement chez lui et aperçoit Mi assise sur une balançoire dans le parc. Il l'observe à distance, curieux de savoir ce qui a pu se passer. Mi, cette fois portant ses lunettes, remarque sa présence et l'appelle pour discuter. Elle explique qu'elle a oublié ses clés et attend que sa mère arrive. Pour passer le temps, elle lui demande de pousser la balançoire. Komura se rend compte qu'il n'a aucune idée de comment pousser quelqu'un correctement. Même ainsi, il essaie. Mais alors il se rend compte d'un petit détail. Si on pousse fort et que Mi porte une jupe, ceux qui sont devant pourraient voir ce qu'ils ne devraient pas. Alors il arrête la balançoire immédiatement. Mi, sans comprendre, se tourne pour demander ce qui s'est passé, se rapprochant de cette manière classique de quelqu'un sans lunettes. Mais avant même que Komura ne dise quelque chose, elle comprend déjà tout et le rassure en disant qu'elle porte un short en dessous. Elle insiste même pour montrer, rendant notre garçon plus rouge qu'une tomate. Plus tard, déjà pendant la nuit, Komura est réveillée par un appel. En répondant, il découvre qu'elle a appelé par erreur. Elle voulait parler à une amie, Asuka. Même ainsi, il se propose d'aider. Le problème est que Mi, sans ses lunettes, est allée aux toilettes dans le noir. Et maintenant, elle est perdue et terrifiée. Elle dit qu'elle a vu un film d'horreur et qu'elle a très peur. Komura, essayant de rester calme, demande s'il n'y a pas un interrupteur à proximité. Mais comme toujours, tout ne fonctionne pas comme la logique le voudrait. Mi lui demande de chanter quelque chose pour la distraire. Sans trop réfléchir, Komura commence à chanter l'hymne de l'école. Super normal. Mi éclate de rire et il est soulagé d'avoir réussi à dissiper sa peur. En même temps, il se rend compte que sa mère pourrait s'être réveillée et espère qu'elle va juste aux toilettes. Il reste silencieux pendant quelques secondes et Mi panique déjà, pensant qu'il s'est endormi. Pour la calmer, Komura murmure doucement son nom. Elle frissonne. Quel moment!
Quand sa mère finit par partir, il recommence à parler normalement et suggère qu'elle utilise la lampe de poche du téléphone, ce qui résout tout immédiatement. Un autre jour, après les cours, Komura rencontre un chat orange. Cela lui rappelle la fois où Mi a confondu un sac avec un chat. Mais cette fois, c'est un vrai félin. Il décide de suivre le chat, mais finit par se retrouver dans une scène inattendue, une confession. Azuma, le gars le plus populaire de l'école, reçoit une déclaration d'amour, rien de surprenant pour lui. Komura, pour ne pas s'en mêler, se cache derrière un arbre et pense. Ça ressemble à une scène de manga. Sauf que le chat commence à miauler fort, et les choses peuvent empirer. Mia apparaît là aussi, cherchant le fameux chat orange. Komura entre en état d'alerte et essaie de décider quoi faire. Le chat, quant à lui, va directement vers elle, et Mia ne s'en rend même pas compte. Elle sent juste le félin se frotter contre sa jambe. Pendant ce temps, le chat se promène entre eux, ignorant le moment romantique qui se passe là. Komura commence à se demander si Mi comprend vraiment ce qu'est le romantisme. Genre, est-ce qu'elle va s'en rendre compte quand il se déclarera? Puis le chat réapparaît. Et juste à ce moment-là, Azuma doit répondre à la confession. Komura, pour ne pas être un inconvénient, décide de s'approcher de Mia soudainement, mais cela finit par créer une atmosphère étrange entre eux. Il s'excuse, mais maintenant il en est sûr. Un jour, il devra aussi rassembler le courage de se déclarer. Avec quelques jours avant la sortie, tout le monde doit former des groupes de 3 ou 6 personnes. Komura est assis avec ses amis, qui débattent de quelques questions de la tâche de l'excursion, mais il n'est pas du tout intéressé. Il est perdu à regarder Mia, et bientôt ses amis remarquent, lui reprochant qu'il devrait arrêter de tergiverser et rejoindre son groupe. Il nie, mais l'un d'eux lâche la phrase fatale. Si elle oublie ses lunettes, qui va l'aider? Komura ressent le poids de la responsabilité et réalise qu'il ne peut pas refuser. Finalement, les amis décident que, puisque le groupe peut avoir 6 personnes, le mieux est de rester tous ensemble. Et comme Komura est le plus enthousiaste, c'est lui qui doit prendre l'initiative. Pendant ce temps, Mia est aussi distraite en regardant Komura et ses amis le remarquent. Elle rappelle que l'excursion peut être compliquée pour une myope sans lunettes et suggère qu'elle emporte une paire supplémentaire dans son sac à dos. Quand on lui demande pourquoi elle ne le fait pas toujours, Mia admet qu'elle préfère en laisser une à la maison, mais cette fois, elle n'a pas le choix. Tout comme les amis de Komura, les amis de Mia veulent aussi savoir si elle ne préférerait pas être dans son groupe, puisqu'elle ne cesse de le regarder. Juste au moment où les garçons arrivaient pour les inviter, Komura entend Mia admettre qu'elle aimerait être dans son groupe. À la fin, tout le monde se réunit et cela devient un vrai désordre. Mais tout le monde est enthousiaste et les amis qui adorent un bon drame s'amusent avec les potins. Le soir, Mia prépare ses lunettes de rechange, les range soigneusement et va se coucher en pensant qu'elle ne veut pas causer tant de soucis à Komura. Le lendemain, il arrive à l'école épuisé, n'ayant pas bien dormi. Mia est dans le même état. Pour aggraver les choses, elle a cassé ses lunettes avant de partir, mais elle avait encore la paire de rechange. Dans le bus, elle met la paire de rechange et découvre qu'elles sont fausses, achetées à Kamakura juste pour le modèle, laissant les vraies à la maison. Maintenant, patience. Pour ne pas déranger, elle fait semblant de voir normalement. Au début, personne ne remarque, mais Komura, qui la connaît bien, le remarque immédiatement. Il est un peu abattu, car il sait que Mia ne pourra pas profiter de l'excursion comme elle le devrait. Alors, il décide de l'aider discrètement, sans attirer l'attention. Mais elle trébuche bientôt, et il doit la retenir pour éviter une chute. Le stress monte tellement qu'on dirait que de la fumée sort de sa tête. Komura respire profondément et essaie de la guider, en lui montrant des parties du musée qu'elle peut voir. Après un moment de silence, il lui demande si elle a remarqué qu'il a découvert la vérité. Mia, embarrassée, confirme et s'excuse, assurant qu'elle a essayé d'apporter les bonnes lunettes. Finalement, elle a pris la mauvaise paire. Komura, toujours serviable, dit de ne pas s'inquiéter, qu'il aime être utile. Mais en parlant, il pense même avoir été excessivement mielleux. Mia cependant n'est pas dérangée. Même découragée de ne pas bien voir, les activités commencent. À un certain moment, Mia s'éloigne pour noter quelque chose, et Komura comprend mal, pensant qu'elle l'évitait. Peu après, Mia se perd et envoie un message demandant de l'aide. Par chance, Komura était prêt et la trouve rapidement. Quand ils arrivent, Mia s'excuse encore, disant qu'elle se sent un poids et commence à pleurer. Elle avoue qu'elle ressent toujours un soulagement quand Komura l'aide, mais en même temps, elle déteste dépendre autant de lui. Elle voudrait mûrir et arrêter de l'inquiéter, mais elle finit toujours par lui faire confiance. Komura assure que cela n'a jamais été un problème, mais Mia insiste, disant qu'elle se sent un fardeau. Ces mots le touchent, mais en même temps, il trouve mignon de voir à quel point elle se soucie vraiment. Il ne l'avait jamais dit auparavant, mais il pense que c'est le bon moment. Mia, surprise, demande la raison et Komura s'approche, en disant qu'il aime pouvoir l'aider, donc elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Mia, encore les larmes aux yeux, le remercie. Sur le chemin du retour dans le bus, Komura commence à se demander si Mia le déteste. On ne sait pas comment il en est arrivé à cette idée, mais il se trompe complètement. Il reste en silence jusqu'à ce que, sans le regarder, Mia dise qu'elle pense qu'il est trop gentil avec elle et qu'elle ne croit pas qu'il soit vraiment heureux de l'aider. En lui tenant la main, elle ajoute qu'elle a aimé entendre cela malgré tout. Komura est aux anges. De retour en classe, Mia se souvient de ce que Komura a dit et réalise que rien de ce qu'elle pensait le déranger ne l'affecte vraiment. Au contraire, il préfère même qu'elle continue de dépendre de lui. Plongée dans ses pensées, elle oublie encore ses lunettes, mais décide d'arrêter d'abuser de sa gentillesse. Elle se rappelle qu'elle a des lentilles jetables et, même si elles sont inconfortables, décide de les utiliser.
En la voyant, Komura s'excuse pour ce qu'il a dit lors de l'excursion, pensant avoir dit quelque chose de bizarre. Mia n'y prête pas attention, assure que tout va bien et essaie de ne pas trop dépendre de lui, bien qu'elle ait oublié ses lunettes. Avec un peu d'effort, elle met les lentilles, même si elle n'est pas habituée. Komura s'assoit à côté d'elle et lui demande de ne pas se forcer autant. Plus tard, en discutant avec ses amis, elles arrivent à la conclusion que Komura aime la sensation d'être fiable. À ce moment-là, l'une d'elles reçoit un message de ce Yasaka et fait une expression si suspecte que Mia ne l'oublie pas. Une autre amie commente alors qu'il est évident qu'elle l'aime, mais d'une manière spéciale. Mia est confuse, pensant que l'amie dit qu'elle veut sortir avec Yasaka. Mais au fond, il ne comprend pas vraiment ces choses de romance. Plus tard, quand elle est allée remettre un formulaire au professeur, elle a rencontré Komura en train de sortir. Il a voulu savoir si les lentilles gênaient encore et elle a répondu que non, mais qu'elle préférait quand même compter sur son aide. Elle s'est approchée un peu plus, le regardant de près. Elle a remarqué qu'il semblait être vraiment heureux quand elle s'approchait si près. À cet instant, elle a compris. Elle s'est souvenue de l'expression que son ami avait faite à cause de Yasaka. Elle est sortie en courant, essayant de digérer tout cela. Komura, quant à lui, était tellement perdu dans ses propres pensées qu'il a oublié de soutenir Mie pendant le cours d'éducation physique. Et c'est précisément là que le désastre s'est produit. Distraite, elle n'a pas vu la balle arriver et a fini par trébucher directement au sol. Notre protagoniste, avec toute sa résistance de fer, a accompagné Mie jusqu'à l'infirmerie. Là, ils ont enfin pu discuter sans se presser. Mie a demandé comment il passait habituellement ses week-ends et il a répondu en jouant, en faisant des devoirs, en me promenant, en regardant des vidéos d'efforts et de dévouement. Mie, pensive, a dit ressentir un peu de jalousie car elle pouvait rarement sortir seule. Et quand elle y parvenait, c'était seulement pour s'amuser avec son père. Komura, curieux, voulut comprendre la raison de la question. Mia a détourné le sujet en disant qu'elle voulait juste discuter, puisqu'ils avaient passé toute la journée sans échanger beaucoup de mots, car il était trop occupé avec Sonia. Mia a essayé de dissimuler, mais Komura avait déjà tout compris. Alors, elle a rassemblé son courage et a avoué qu'elle voulait que, les jours où elle oubliait ses lunettes, Komura la laisse regarder son visage de très près, au moins une fois. Il est devenu nerveux, mais avant que Mia ne pense qu'elle le dérangeait, il s'est empressé de dire qu'il n'y avait aucun problème, qu'elle pouvait regarder autant qu'elle voulait. Et bien sûr, elle en a profité. À la fin du cours, ils ont été chargés de nettoyer la salle. Tout se passait bien jusqu'à ce que, dans la plus grande innocence, Mie se retrouve avec les cheveux coincés dans la porte du casier. Komura paniqua en voyant la scène et fut encore plus désespérée quand elle suggéra qu'elle pourrait simplement couper ses cheveux sur place. Pas question. Déterminé, il se proposa de la libérer avec toute la prudence nécessaire et le fit avec tant de délicatesse que le lendemain, en se préparant, elle se souvint de l'incident et décida qu'elle devrait mieux prendre soin de ses cheveux. Pendant qu'elle se coiffait, une épingle est tombée. Komura, qui était à proximité, l'a ramassée et lui a donné. Mie a vu l'occasion parfaite et a demandé qu'il l'aide avec la coiffure. Il y est allé, tout maladroit, essayant de mettre ses mèches en place. Mie a remarqué son agitation et lui a dit de se détendre. À la fin, la coiffure était si réussie qu'elle a dit qu'elle aimerait qu'il le fasse tous les jours, pas seulement à l'école. Komura a presque figé sur le moment. Un certain temps passa et les préparatifs pour le festival culturel commencèrent. Cet événement typique, obligatoire dans tout animé. Mie, sans lunettes, s'est proposé pour aider Komura avec la calligraphie. Mais tout ce qu'il devait faire était de passer de la colle, donc cela ne devrait pas être compliqué. Mais même ainsi, les deux n'ont pas réussi à se comprendre correctement. Komura a suggéré qu'elle aille aider ailleurs, mais Mia n'a pas aimé l'idée. Elle voulait qu'ils finissent vite pour qu'ils puissent partir ensemble. Il a immédiatement remarqué qu'elle était irritée, mais a pensé qu'il était trop présomptueux de penser ainsi. Il a décidé de laisser tomber. Plus tard, quand il est allé chercher plus de colle, Mia est apparue soudainement et a décidé de l'accompagner. Ils ont marché jusqu'à la salle des professeurs, et en entrant dans une salle sombre, Mia a profité de l'occasion pour tirer Komura à l'intérieur. L'excuse était qu'elle cherchait l'interrupteur, mais en réalité, elle voulait voir son visage de plus près. Komura resta sans réaction. L'atmosphère là-bas, un peu cachée, était trop suggestive. Alors il a pensé qu'il vaudrait peut-être mieux partir avant que la situation ne s'échauffe encore plus et a essayé de s'en aller. Mais avant qu'il ne puisse, Mia l'a retenu fermement. Finalement, il est resté, ce qui lui a donné suffisamment de temps pour observer de très près son visage. Comme la pluie s'était déjà arrêtée, elle a pu mieux voir. Komura a ouvert les yeux et a remarqué à quel point elle était toute rouge. Cela ressemblait beaucoup à des sentiments. Il est resté là pendant quelques secondes, mais n'a pas résisté longtemps. Le mode super vierge s'est activé, et il s'est éloigné rapidement. Mia a seulement réussi à remercier. Le lendemain, dès qu'il est arrivé à l'école, la première chose qu'il a vue, c'était Mia avec le visage presque collé au sol, cherchant quelque chose de minuscule. C'était une boucle d'oreille. Komura était intrigué, car il ne l'avait jamais vue en porter une. Alors qu'il partageait le livre, il commença à imaginer comment elle serait avec une paire de boucles d'oreilles. Pour une raison quelconque, cette image devint trop frappante. Le lendemain, le festival culturel commence, et Mia a miraculeusement apporté ses lunettes. Sauf qu'elle a presque oublié de les mettre parce qu'elle était occupée à boire son Nesquik matinal. Mission accomplie. Une des activités du festival est de lire les journaux que chaque élève a écrits récemment.
Dans le sien, elle raconte qu'elle a dépensé toute son allocation en essayant de gagner un porte-clés jaune dans l'une de ses machines à pince. Comme il faisait déjà nuit, son père a dû l'accompagner pour en acheter un autre. Mais pour avoir ignoré le couvre-feu, sa mère a confisqué son jus le lendemain. Au moins, le père est sorti comme un grand héros, pense Komura. Maintenant, les travaux d'artisanat sont également exposés. Et là se trouve la fameuse pieuvre artisanale de Mi, faite avec le fil jaune mentionné dans l'histoire du journal. On peut voir qu'elle y a mis beaucoup de dévouement. D'un autre côté, Mi regarde le travail de Komura et il est déjà mort de honte. Comparé au sien, le sien n'est qu'une boule violette un peu déformée. Même ainsi, elle observe avec tant d'attention que cela semble presque intéressant. Arrive la présentation finale, où ils vont choisir les meilleurs travaux produits par les élèves. Mi, soudainement, se lève et s'en va. Komura, bien sûr, court après elle et la trouve assise sur les escaliers. Quand il lui demande pourquoi elle est partie, elle répond simplement qu'elle en avait envie. Pure rébellion. Les deux commencent à parler des journaux intimes. Mi félicite Komura pour le soin qu'il apporte aux mots. Lui, en revanche, dit qu'il a lu le sien avec beaucoup d'attention. Puis commence un autre de ces moments classiques entre eux. Mi tient le visage de Komura sans prévenir. Tout gêné, il lui demande d'arrêter, car cette fois, il porte des lunettes et n'a pas besoin de le voir de si près. Mi dit que dernièrement, elle ne fait que ce qui la rend heureuse et que c'est si bien qu'on dirait que l'univers l'aide. Komura profite de l'occasion pour lui demander pourquoi elle aime tant le regarder. Mi répond que cela la calme, mais dit que si elle exagère, elle peut arrêter. Sauf que Komura évidemment ne veut pas qu'elle s'arrête. En fait, il aime aussi la regarder, alors il fait de même. Il tient son visage et admire cette expression si belle. Mi tout à coup lâche qu'il ressemble à un père. Cela prend Komura complètement par surprise. Comment ça, un père? Il n'a pas du tout aimé cette comparaison, mais en y réfléchissant bien, Mi peut vraiment sembler être une enfant gâtée parfois. À la fin, ils retournent ensemble au festival. L'événement a été un succès. Maintenant vient le moment de la recherche de planification personnelle, où les élèves doivent indiquer à quel lycée ils envisagent d'aller, entre autres choses. Komura décide qu'il en parlera avec sa mère plus tard. Pendant ce temps, Mi, curieuse, lui demande quels sont ses rêves. Toute mignonne, elle plaisante en disant que son rêve est peut-être de devenir gamer. Il semble qu'elle ait enfin compris à quoi servait cette carte de l'App Store. Komura trouve cela amusant, mais en réalité, il n'y avait jamais pensé. Il n'a pas de rêve spécifique, il imagine juste étudier et travailler. Mais peut-être, juste peut-être, quelque chose est en train de changer en lui. Komura ne voulait pas que Mi sache quelque chose d'aussi déprimant que le fait qu'il n'ait pas de rêve. Mi, en revanche, était tout le contraire. D'ailleurs, elle avait même une photo de son rêve d'enfance. Quand elle était petite, elle voulait se marier. Komura a eu besoin d'une seconde pour assimiler cette information. Était-ce normal? Se demanda-t-il. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas la photo que Mi voulait montrer. Il a fait semblant que rien ne s'était passé et a demandé quel était son rêve maintenant. La réponse a surpris. Elle a dit qu'elle n'en avait plus. Elle voulait juste avoir un animal de compagnie et se marier. Pas avec son père évidemment, mais elle a mentionné qu'elle s'entraînait pour être une bonne épouse. La photo que Mi a montrée en fait était d'un petit gâteau qu'elle avait elle-même préparé. Alors c'était ça qu'elle voulait dire. Komura était curieux et a décidé de voir ce qu'il avait lui-même écrit à l'époque de la maternelle. La déception fut énorme. Il avait simplement écrit qu'il voulait être un employé de bureau, sans rêve, sans ambition. Il ne se souvenait même pas de cette époque. C'était comme si sa mémoire n'avait commencé qu'à partir du moment où il avait rencontré Mi. À l'heure du déjeuner, la mère de Komura lui a préparé une omelette. Pendant qu'il mangeait, il imaginait que Mi était assise à côté de lui, totalement schizophrène. Le lendemain, il savait enfin quoi écrire dans l'enquête de planification personnelle. Il a pris le crayon et a écrit « époux ». Mais justement à ce moment-là, Mi est apparu de nulle part, a vu ce qu'il écrivait et a demandé « époux de qui ?» Komura, complètement nerveux, a bégayé. « De personnes en particulier ». Seulement, un jour je vais me marier, n'est-ce pas? Félicitations. Tu as raté une occasion en or. Déception totale pour tous les supporters de Komura. Mi, évidemment, était en colère, mais sa souffrance n'était pas encore terminée. Lors du cours d'économie domestique, les pères ont été tirés au sort et le sort a décidé de se moquer de lui. Il n'est pas tombé avec Mi, mais avec Azuma. Pendant ce temps, Mi était dans un autre groupe et allait faire des biscuits. Komura a essayé de se concentrer sur sa propre tâche, mais il ne pouvait pas s'empêcher de regarder l'autre groupe. Azuma et Mi discutèrent de la forme des biscuits. Le beau a commenté que la forme n'importait pas beaucoup, puisque Komura aimerait de toute façon. Mi, sans réfléchir, a répondu que s'ils étaient mignons, il aimerait probablement encore plus. Azuma a remarqué sa réponse et a conclu immédiatement que Mi avait l'intention de donner les biscuits à Komura. Cela l'a rendu complètement embarrassé. Pendant ce temps, Komura, qui n'écoutait absolument rien, voulait juste découvrir de quoi il parlait. S'il avait su que c'était à son sujet, il aurait été heureux. Mais au lieu de cela, il a commencé à se sentir vaincu. Pendant qu'il faisait cuire les biscuits, Asuma a commenté qu'il ferait les siens en forme de colombe, parce qu'elle lui rappelait une voisine qui les aimait aussi, sauf que cette voisine était étudiante à l'université. Trop de maturité pour lui. Même ainsi, voyant Mi se donner autant de mal pour Komura, Asuma réalisa qu'il devrait peut-être se confesser bientôt avant qu'il ne soit trop tard. Quant à Komura, de l'autre côté de la salle, il ne pouvait penser qu'au fait qu'Asuma et Mi devenaient trop proches.
Il n'y avait pas moyen de rivaliser avec son aura de go sympa. Les amis de Mi, toujours à l'affût des potins, voulaient en savoir de quoi elle et Asuma parlaient. Mais Komura ne voulait rien entendre de tout cela, il ne le supporterait pas. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il se leva et partit si vite que même en courant, Mi n'a pas pu le rattraper. Même ainsi, elle n'a pas abandonné et l'a suivi. Ils étaient tous les deux si fatigués qu'ils ont dû s'arrêter pour boire de l'eau. Mi a admis qu'Asuma avait raison, elle était vraiment lente, même en portant des lunettes. Rien qu'en entendant son nom, Komura a déjà voulu repartir. En s'en rendant compte, Mi l'a retenue sur place et lui a donné les biscuits qu'elle avait fait avec tant d'efforts. À ce moment-là, toute la colère de Komura a disparu. Il a finalement compris quelque chose. Fidèle à ses convictions complètement erronées, Mi a dit qu'elle voulait juste lui donner les biscuits parce qu'elle pensait qu'il devait avoir faim. Mais elle-même ne croyait pas à cette excuse. Cette nuit-là, Komura n'a pas pu s'empêcher de penser à la photo de Mi quand elle était enfant. Elle était si mignonne qu'il a passé des heures à s'en souvenir. Le problème, c'est que, le lendemain, dans un moment de distraction, il a pris la mauvaise photo, justement celle qui le montrait avec le nez qui coule. Pire encore, la photo est tombée en plein milieu de la salle et un ami l'a ramassée. C'est exactement à ce moment-là que Mi est apparue et a demandé à voir. Quand elle a regardé, elle a été complètement surprise, parce que sur cette photo, Komura avait encore les cheveux noirs. À la sortie, Mi lui a demandé de venir chez elle. Cela devenait déjà quelque chose de courant, dernièrement. En chemin, les deux se sont arrêtés dans un parc pour jouer un peu, mais cette fois, Mi voulait observer la photo plus attentivement, alors elle a décidé d'aller chercher ses lunettes à la maison. Komura est resté seul à attendre et a décidé d'essayer de recréer la pose de l'ancienne photo. Il ne savait pas que Mi revenait déjà et pourrait le surprendre à tout moment. Komura savait qu'il ne pourrait pas répéter cette pose en toute sécurité. Après tout, c'est justement comme ça qu'il s'est blessé sur cette photo. Mi est revenu avec les lunettes et a demandé à voir l'image, car c'était la seule qu'elle n'avait pas encore vue. Il est allé chercher, mais s'est rendu compte qu'il avait laissé la photo dans sa propre chambre, alors il a promis de la montrer le lendemain. Mi était un peu déçue, mais il n'y avait pas d'autre option. Curieuse comme toujours, elle a demandé comment il s'était blessé cette fois-là. Komura a expliqué qu'il jouait, a perdu l'équilibre et est tombé. Mais alors est venue la question à laquelle il ne s'attendait pas. Maintenant que tu as grandi, penses-tu pouvoir le refaire sans tomber ? Notre Iron Man a essayé de répéter la pose, mais comme on pouvait s'y attendre, il a échoué misérablement. À la deuxième tentative, Mi en a profité pour prendre une photo de lui. Juste après, elle a même fait un selfie des deux ensemble. Ensuite, ce fut son tour d'essayer. Mais contrairement à Komura, Mi n'a pas réussi à répéter la pose. Ce qu'elle a réussi à provoquer, c'était autre chose, un saignement de nez chez notre protagoniste. Et en plus, elle portait un short. Quelle honte! Maintenant, chaque fois que Komura se souviendra de ce jeu, il se rappellera aussi de cette scène. Ainsi se termine l'anime. Et si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, commentez le mot secret, qui est lunettes, et je mettrai un cœur sur votre commentaire. Sans plus tarder, Tonton Rock s'arrête ici.